Nous sommes rendus actuellement à la 7e étape de ce travail pratique qui consiste à mettre en œuvre les zones secondaires. Nous allons dans un premier temps installer le DNS dans le serveur membre. Avant même de poursuivre avec les différentes tâches en rapport à cette étape, il est primordial déjà de définir ce qu'est les zones secondaires. En fait, quand on parle d'une zone secondaire, une zone secondaire, c'est une copie en lecture seule d'une zone primaire de DNS. Donc, quand on parle de la copie en lecture seule, ça sous-entend qu'on ne peut apporter aucune modification. On ne peut que lire le contenu. On ne peut que consulter le contenu sans effectuer une modification de tout ce que cela comporte. En fait, quand on dit aussi que c'est une copie en lecture seule d'une zone primaire du DNS. Donc, si je reviens sur les machines virtuelles, je suis sur le DC. Le DC ici qui a déjà le rôle ADDS en place et du fait qu'on ait installé l'Active Directory, cela est promu ce serveur au rang de contrôleur de domaine. Cela a également installé le DNS. Donc, je vais me rendre ici dans le menu outils et sélectionner DNS. Donc, vous constatez ici que cette console, ce DNS-ci, regorge une diversité d'enregistrements. Donc, ça, c'est la zone primaire. Ici, dans cette zone, on peut effectuer des ajustements, on peut effectuer des modifications. Maintenant, quand on met en place une zone secondaire, c'est pour avoir la copie de tout ce qu'on a ici dans la zone primaire. Donc la zone secondaire va donc récupérer les informations, toutes les informations de la zone primaire, généralement par un mécanisme de transfert de zone. En fait, cette zone secondaire-là va servir principalement de réplica pour la gestion des requêtes DNS lorsque le serveur primaire est hors ligne. Donc si jamais ce serveur primaire, ce DNS primaire connaît une défaillance, c'est le DNS secondaire, disons le serveur membre qui héberge la zone secondaire qui va assurer donc le relais. Et comment est-ce que la zone secondaire fonctionne? La zone DNS secondaire va régulièrement interroger le serveur DNS primaire pour obtenir les dernières modifications de la zone. Donc, si entre-temps, on a effectué de nouveaux enregistrements ici, ça peut être des enregistrements de type A, des enregistrements de type MX, etc. Du fait que la zone DNS secondaire interroge régulièrement ce serveur DNS primaire, il va donc obtenir les dernières modifications, disons les derniers enregistrements, par exemple, que nous avons créés. Donc, ce qui aura donc pour effet de garantir la disponibilité. Donc, on aura donc ici la redondance comme avantage. Si jamais le serveur primaire devient indisponible, le serveur secondaire peut continuer à répondre aux requêtes DNS. Donc, le serveur secondaire qui est notre serveur membre. On aura aussi comme autre avantage la haute disponibilité. Donc, si on a plusieurs zones secondaires, cela permet d'augmenter la disponibilité et la rapidité des réponses DNS. Donc, notamment pour les utilisateurs qui sont géographiquement éloignés. Donc, les serveurs secondaires peuvent repartir la charge des requêtes DNS, réduisant donc ainsi le trafic sur le serveur primaire. Donc, les deux serveurs vont traiter les requêtes DNS conjointement. Donc, lorsqu'un serveur secondaire est configuré pour une zone donnée, bon, il va demander régulièrement, hein, comme je le disais tantôt, au serveur primaire, les informations mises à jour via un mécanisme qu'on va appeler ici le transfert de zone. Donc, ce processus va donc permettre au serveur secondaire d'obtenir une copie à jour de la zone primaire. Donc, sans plus tarder, on va commencer par la première étape qui consiste à installer le DNS dans le serveur membre. Donc, on va se rendre sur le serveur membre et installer dans le rôle DNS. Je suis ici sur le serveur membre. Donc, je me rends dans le gestionnaire de serveur.
dans le gestionnaire de serveur, je vais recliquer là. Voilà. Toujours via le lien ajouter des rôles et des fonctionnalités, je vais cliquer dessus. Ce lien-là va me renvoyer dans un assistant qui me permettra de pouvoir installer donc le service DNS, le serveur DNS. Donc, dans cet assistant, je vais un tout petit peu décaler comme ceci. Voilà, je clique sur suivant. L'installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité, oui, c'est cette case cochée par défaut que je vais choisir. Je vais à nouveau cliquer sur suivant. Le serveur membre a déjà été sélectionné automatiquement. Il n'y a qu'un seul d'ailleurs. Je clique sur suivant. Et ici, sélectionner des rôles de serveur. Ce qui nous intéresse ici, c'est le serveur DNS. C'est ce rôle-là qu'on va sélectionner. Ajouter des fonctionnalités. Donc, le serveur DNS, Domain Name System, permet la résolution de noms sur les réseaux TCP/IP. Le serveur DNS est plus facile à gérer lorsqu'il est installé sur le même serveur que les services de domaine Active Directory. Si vous sélectionnez le rôle service de domaine Active Directory, vous pouvez installer et configurer le serveur DNS et les services de domaine Active Directory pour le faire fonctionner. Donc là, c'est une description du, du serveur DNS. On nous écrit là son rôle, qui est ici notamment la résolution d'un nom en adresse IP et inversement. Donc, on va donc, après avoir sélectionné, on va cliquer sur suivant. Donc là, on n'a pas besoin de fonctionnalités supplémentaires. On va laisser ainsi. On clique à nouveau sur suivant. Et là, on va cliquer sur installer pour pouvoir lancer le processus d'installation. Donc, on va patienter quelques instants. Ça ne sera pas bien long. Une fois installé, on aura donc la capacité de pouvoir procéder à la configuration du transfert de zone. Donc, je vais mettre un tout petit peu une pause pour revenir juste à la fin de l'installation. L'installation réussit sur le serveur membre. On a installé donc notre serveur DNS. La suite, après l'installation, il est question de configurer les transferts de zone DNS et la notification dans le serveur DC. Donc, ce qu'on va faire pour effectuer la configuration du transfert de zone, on va aller donc sur le serveur DC, donc sur notre DC ici. Donc la console est même déjà ouverte. Ce qu'on va faire, on va faire un clic droit sur le serveur. Donc je fais un clic droit ici. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner propriété. Dans cette fenêtre qui apparaît, on va aller ici. Non, c'est pas ici qu'il faut se rendre. En fait, on va faire un clic droit sur notre serveur. Attention. Oui, en fait, concernant le transfert de zone, c'est pas dans les propriétés du DC ici, comme je l'ai fait tout à l'heure, parce que là, on n'a pas l'onglet relatif au transfert de zone. Étant donné déjà qu'on a deux zones dans notre cas ici, on a la zone de recherche directe et la zone de recherche inversée. Il va falloir faire le transfert des deux zones. Donc, on va commencer par la zone de recherche directe. Voici le nom de notre zone ici, labo.local. Donc, on va se tenir là à la racine de la zone. Je fais un clic droit. Je m'en vais sur propriété. Et là, j'ai ici transfert de zone. Dans cet onglet, transfert de zone, qu'est-ce qu'il va falloir faire concrètement? On va dans un premier temps cocher la case autoriser les transferts de zone. Et par la suite, qu'est-ce qu'il faudra? Il faudra renseigner. Donc, on a dit, on a plusieurs choix vers n'importe quel serveur. Nous, on ne va pas transférer vers n'importe quel serveur, uniquement vers les serveurs listés dans l'onglet serveur de nom. Donc, on va le faire de façon claire uniquement vers les serveurs suivants et on va renseigner l'adresse IP de notre serveur membre. Nous voyons même que ce serveur membre-là a son enregistrement
de type A ici, donc le nom et son adresse IP. Donc, je vais simplement venir cliquer sur modifier. Et ici, je vais saisir l'adresse IP de mon serveur membre. Le serveur membre ici, son IP, c'est, attention, bon, je n'ai pas la possibilité de voir, c'est 100.2 en tout cas, 192. Donc, je peux même revenir sur le schéma ici. Donc, l'adresse IP du serveur membre, c'est 192.168.100.2 qui pointe vers l'interface VMnet 1 du DNS du DC. Donc, je vais mettre son IP ici, 192.168.100.2. Et là, je vais appuyer sur Entrée. Je valide par OK. Il était question de configurer, je reviens sur configurer les transferts de zone DNS et la notification dans le serveur DC. Donc, on va aussi configurer la notification. Nous avons ici notifier. Pour spécifier des serveurs secondaires à notifier lors des mises à jour de zone, cliquez sur notifier. Donc, je clique sur notifier ici. Et là, je vais renseigner l'adresse IP de mon serveur membre. Donc, c'est 192.168.100.2. J'appuie sur Entrée et je valide par OK. Donc, on l'a déjà fait sur la zone de recherche directe. Je clique sur Appliquer et je valide par OK. Je fais la même chose sur la zone de recherche inversée. Donc, voici la racine ici. Je fais un clic droit. Je m'en vais dans Propriétés. J'ai ici Transfert de zone. Autoriser le transfert des zones uniquement vers les serveurs suivants. Je clique sur Modifier. Je vais donc saisir l'adresse IP de mon serveur membre.100.2. J'appuie sur Entrée, je valide par OK. Je vais aussi sélectionner la notification automatique. Je saisis également l'adresse IP 192.168.100.2. J'appuie sur Entrée et je valide par OK. J'applique également les modifications. Donc, voilà ce qu'il fallait faire concernant les transferts de zones DNS. La suite maintenant consistera à configurer la zone de recherche secondaire dans le serveur membre. Donc, comme on l'a dit, la zone de recherche secondaire va servir déjà pour la redondance en cas de défaillance du serveur primaire, de la zone de recherche primaire. Ce serveur-là va pouvoir assurer le relais et il va également apporter de l'équilibrage de charge, en ce sens que les deux serveurs DNS vont traiter les requêtes DNS en même temps. Donc, je m'en vais sur le serveur membre ici. Et là, comme on l'avait déjà installé, je vais venir dans le menu Outils et sélectionner DNS. Donc, je vais cliquer sur le nom DNS et là, j'ai zone de recherche directe et zone de recherche inversée. Donc, je vais faire un clic droit sur la zone de recherche directe. Je clique sur Nouvelle zone et je vais cliquer à nouveau sur Suivant. À ce niveau, qu'est-ce qu'on va faire? On va ici, dans cet assistant, sélectionner zone de recherche secondaire parce qu'on a déjà une zone de recherche première qui est notre DC. Créer une copie de la zone qui existe sur un autre serveur, notre DC. Cette option aide à équilibrer la charge de travail des serveurs principaux et autorise la gestion de la tolérance de panne. Ça, c'est ce qu'on avait déjà vu précédemment. Donc, je clique sur Suivant. Donc, là, il est question d'ancrer le nom de la zone en question. Le nom de la zone spécifie la partie de l'espace de nom DNS pour laquelle ce serveur fait autorité. Il peut s'agir du nom de domaine de la société, par exemple Microsoft.com, ou d'une partie du nom de domaine, par exemple nouvellezone.microsoft.com. Le nom de zone n'est pas le nom du serveur DNS. Voilà, c'est pas le nom du serveur DNS. Donc, il s'agit là du nom de domaine, dans notre cas ici, c'est labo.local. C'est bien ce nom qu'on a ici, labo.local. Donc, je vais revenir là, je fais suivant. Ici, spécifier les serveurs DNS à partir desquels vous voulez
copier la zone. Les serveurs sont contactés dans l'ordre indiqué. Donc, on peut avoir plusieurs serveurs DNS vers lesquels on veut effectuer une copie de la zone. Mais ici, dans notre cas, on n'a qu'un seul serveur. Ici, donc, on va ancrer l'adresse IP de notre serveur. Il faut toujours se rappeler que l'adresse IP, c'est celle qui est dans le même réseau que notre serveur membre, à savoir l'adresse IP du DC qui est la 100.1. Ce n'est pas la 200.1 parce que la 200.1 n'est pas dans le même réseau. Donc, je vais me renseigner ici 192.168.100.1. J'appuie sur Entrée. Voilà, ça a repéré immédiatement dc.labo.local. Et là, c'est ce serveur-là qui est en quelque sorte le serveur maître de la zone. Donc, c'est par lui que tout part pour avoir la copie. Donc, on va cliquer sur Suivant et Terminer. Donc là, on peut voir pour le moment, le serveur DNS n'a aucun problème en chargeant la zone. Les transferts de zone à partir, je vais corriger ce problème. Donc, on a quelques soucis ici. Quelques soucis. Là, il y a quelques petits soucis. Bon, je vais supprimer ça et je vais recommencer. Je vais d'abord repartir sur le DC pour revoir les différents transferts que j'ai initiés parce que je me rappelle, j'avais un message d'erreur là. Je vais supprimer ça par exemple. Est-ce qu'on peut... Bon, je vais modifier. Tentative de résolution. Bon, je supprime d'abord. Je vais relancer 192. Je vais réécrire l'adresse du serveur membre 192.168.100.2. Je valide. Tentative de serveur ayant... qu'est-ce que j'ai comme message ici? Résolution impossible. Bon. Ce qu'on va faire, on va saisir le nom de notre serveur. Donc, c'est SRV MBR. Est-ce que là, la résolution? Le serveur ayant hôte inconnu. Donc, là, il y a un problème. Je vais supprimer tout. Supprimer. Résolution impossible. Bon, je vais découcher ça. Je vais recommencer. On va d'abord se rassurer que la résolution fonctionne. Donc, je ressors même d'abord de ce NSLOOKUP dans lequel on était. Je fais CTRL-C. Je ressaisis NSLOOKUP. En majuscule ou en minuscule, ça ne pose pas de problème, puisque le PowerShell n'est pas sensible à la casse. En fait, Windows n'est pas sensible à la casse. Si je mets 192.168.100.2, est-ce que, voilà, là, ça ne parvient pas à trouver l'autre 100.2. Bon, ce qu'on va faire, je vais essayer de faire un ping vers la 100.2. J'annule ce ping continu. Est-ce que ça communique avec la 100.2? Oui. OK. Maintenant, pourquoi la résolution ne fonctionne pas? Je vais revenir sur la zone de recherche directe. J'ai pourtant l'enregistrement ici, SRV MBR, qui correspond à l'autre 192.168.100.2. Est-ce que dans la zone de recherche inversée, j'ai l'adresse IP avec le nom correspondant? Je vais créer donc cet enregistrement. C'est nouveau pointeur PTR qui va faire correspondre une adresse IP à un nom. Donc je mets l'adresse IP 100.2 et le nom du serveur, c'est, je viens parcourir ici là puisque j'ai déjà ce serveur là je double-clique, là je déroule l'arborescence. Voilà, c'est le serveur membre. Je vais venir l'associer à cette adresse IP. Bon, je reviens encore sur NSLOOKUP et je vais renseigner à nouveau l'adresse IP 192.100.2. Voilà, là la résolution fonctionne. Donc je vais reprendre le transfert de zone.
Je fais un clic droit ici sur la zone de recherche, à la racine de la zone de recherche directe. Je m'en vais dans propriété, transfert de zone. Donc là, autoriser les transferts de zone uniquement vers les serveurs suivants. Donc je vais renseigner maintenant l'adresse IP 192.168.100.2. Je valide. Donc là, ça a reconnu tout de même l'adresse IP du serveur membre malgré. Donc le serveur ayant cette adresse IP ne fait pas autorité pour cette zone requise. Oui. Pour le moment, nous n'avons pas encore. Ce serveur-là est un serveur secondaire. Donc, nous allons le valider de cette façon-ci, puisqu'on n'a pas encore créé de zone. En fait, c'est pas un serveur, c'est pas un serveur DNS primaire. Donc, c'est pour cette raison qu'on a ce message-là. Je vais valider par OK. Et la notification, d'accord, j'avais déjà la caisse IP précédemment, je n'ai pas supprimé. J'applique. Je fais la même chose pour la zone de recherche inversée. Transfert de zone. Donc, on a même déjà les éléments ici. On n'a pas de modification à faire ici. Je reviens sur le serveur membre. Je vais donc créer la nouvelle zone. C'est la zone de recherche inversée. Donc, sur la zone de recherche directe ici, bon, j'ai deux possibilités, hein. Je peux directement venir faire un clic droit ici. J'ai la nouvelle zone. Ou alors, je peux venir zone par zone pour pouvoir créer cette zone, pour pouvoir créer la zone secondaire. Donc, je vais passer par là. Je fais une nouvelle zone. Je fais suivant. Zone secondaire. Je choisis la zone secondaire, la zone de recherche directe. Donc, vous voyez que là, on a les deux choix, zone de recherche directe ou zone de recherche inversée. Mais si j'avais pris plutôt zone de recherche directe, je n'aurais pas eu ces deux possibilités de choix. Donc, je clique sur suivant. Le nom de la zone, c'est labo.local. Je clique sur suivant. Disons que le nom, l'adresse IP ou le nom DNS. Ici, c'est 192.168.100.1. Je valide. Donc là, la résolution a été effectuée. Suivant, terminé. Voilà, si je déroule ici, qu'est-ce que j'ai? Voilà, voilà ma zone qui apparaît exactement comme sur le DC. Donc j'ai les mêmes informations de la zone de recherche directe qu'on a ici sur le DC qui se sont répliquées sur le serveur membre. Donc là, je vais faire la même chose pour la zone de recherche inversée. Je peux venir directement faire là un clic droit sur zone de recherche inversée, nouvelle zone. Ou alors, je peux toujours revenir sur le serveur membre ici, choisir une nouvelle zone comme je l'ai fait précédemment. Donc, c'est une zone secondaire. Je clique sur suivant. Zone de recherche inversée cette fois-ci. Bon, on va voir. Je vais prendre plutôt zone de recherche. Je vais sélectionner cette partie-ci pour voir qu'on n'aura pas les deux choix-ci. Je viens sur zone de recherche inversée, nouvelle zone. J'ai cet assistant. Je clique sur suivant. Zone secondaire. Je clique sur suivant. Bon, là, on a zone de recherche inversée en IPv6. Donc, on a les deux, mais c'est uniquement la zone de recherche inversée qui apparaît ici. Je clique sur suivant. Et là, je vais renseigner l'ID de la zone de recherche inversée. C'est 192.168.100. Donc, je clique sur suivant. Et là, je vais renseigner l'adresse IP 192.168.100.1 du DNS du DC, en fait, qui est le DC. Donc, dc.labo.local, je clique sur suivant et terminé. Donc là, si je viens ici, je vois également que j'ai tous mes enregistrements de zone de recherche inversée que j'avais sur le DC ici, qui ont également apparu, qui apparaissent en fait sur le serveur membre. Donc, si je reviens sur notre travail, il était question de créer la zone secondaire dans le serveur membre. Ça a été fait. Maintenant, la dernière étape consistera donc à tester le transfert de zones DNS des zones principales au serveur secondaire, aux zones secondaires. Donc, comment est-ce que ça va se passer dans le test? Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici précisément?
Pour le test, il est question simplement de vérifier, comme je viens de le faire là, que tous les enregistrements de la zone de recherche directe figurent bien sur le serveur membre, y compris les enregistrements de la zone de recherche inversée, comme on le voit ici. On a toutes les informations à l'identique. Et là, on peut également faire usage de la commande nslookup sur le serveur membre pour se rassurer si le nom de domaine là également, peut également être traduit en adresse IP. Donc, je vais venir sur le serveur membre ici. Je fais d'abord un CLS pour afficher tout l'écran tout en haut. Je fais nslookup, valide comme ceci. Et là, j'ai même déjà le serveur par défaut et l'adresse IP. Donc, si je renseigne le nom du serveur, le nom du domaine ici, c'est labo.local. Voilà, j'ai l'équivalent en adresse IP. Comme on peut le voir ici, labo.local nous donne 192.168.100.1 et 192.168.200.1. Ça prouve parfaitement que euh, la résolution via le serveur membre également fonctionne. Donc le service DNS en place que nous avons mis fonctionne très bien également. Donc voilà ce qu'il fallait faire fondamentalement concernant les différentes questions en rapport à cette étape 7. On a installé le DNS sur le serveur membre, on a configuré les transferts des zones de recherche directe et zones de recherche inversées. On a également activé la notification dans le serveur qui va également nous permettre qui va permettre en fait au serveur membre, la notification qui va permettre au serveur membre d'être informé dès lors qu'il y a une mise à jour sur les zones, que ce soit la zone de recherche directe ou la zone de recherche inversée. On a donc testé également le transfert des zones principales aux zones secondaires. Le test ici, précisément, consiste à vérifier que les informations, les enregistrements que nous avons dans la zone de recherche directe, si je viens dans la zone de recherche directe du DC, nous avons des enregistrements de type A, le client 1, client 2, le DC, mail, SRV, MBR. Et quand je reviens ici sur le serveur membre dans la console DNS également ici, sur la zone de recherche directe, j'ai bien les mêmes enregistrements. Client 1, client 2, DC, mail, SRV, membre. La zone de recherche inversée, quant à elle, nous avons quelques enregistrements. Nous en avons 4 ici. Et ces mêmes enregistrements figurent sur le serveur membre. Donc voilà qui démontre à suffisance que l'opération a été effectuée convenablement. Cela veut dire, admettons que je prenne l'initiative ici de créer un enregistrement arbitraire qui n'existe pas. Bon, je vais donner un nom de façon hasardeuse, le nom d'un ordinateur, mais qui n'existe pas dans notre cas. Je vais l'appeler simplement web. Là, je donne une IP qui n'existe pas aussi, 172.16.1.10. Là, je clique sur ajouter. Donc, l'enregistrement a été créé correctement. Donc, j'ai ici mon enregistrement qui certes n'existe pas. Bon, maintenant, quand j'ai cet enregistrement, comment est-ce que je veux faire si je veux voir cela en temps réel ici? Donc, admettons que j'actualise. Est-ce que j'aurai l'enregistrement? Vous voyez, là, on a le web qui apparaît également. Donc, instantanément, j'ai eu la réplique de cette information, de cet enregistrement-là sur le serveur membre. Donc, ça démontre l'efficacité de la zone secondaire. Voilà ce qu'il fallait faire.